Mais c'est terrible en fait. On vit dans une société, on se rend pas compte en fait. On se croit évoluer, mais on se rend pas compte à quel point notre société, elle est barbare. Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Jonathan, merci. C'est la 3e fois que j'ai l'honneur de te recevoir dans mon podcast. Je suis vraiment ravie. Je renvoie bien entendu celles et ceux qui nous écoutent à tes 2 précédents épisodes avec moi. Ça remonte à un petit bout de temps maintenant. Ouais. D'autant qu'on en avait fait un pendant le confinement ensemble, je m'en souviens, qui avait beaucoup aidé les gens. Ah ouais. J'avais des retours exceptionnels. Ouais. Donc Jonathan, en général, je demande à mes invités de se présenter, mais tu incarnes les Antisèches du Bonheur, qui est une communauté en fait basée sur le bonheur, comme ça porte son nom. Principalement la méditation. On te retrouve sur Seven Mind aussi, qui est une application de méditation. Tu as écrit 2 livres, et là, tu as écrit 3 livres, et on va parler du 3e, excuse-moi, qui s'appelle Journal intime d'un voyageur chamanique, édité chez HarperCollins. Ton livre, j'ai pas du tout envie d'être objective, ça m'intéresse pas trop. Je l'ai beaucoup aimé, je m'en fiche, je l'assume complètement, j'ai adoré ton livre. Parce qu'en fait, j'aime ta sincérité, ton courage. Et pour parler un peu vulgairement, tu as mis tes sur la table. Dis-le alors. Ouais. Mais non, parce que c'est le titre d'un autre podcast. et en fait, je vais te laisser en parler, bien entendu. C'est une histoire qui s'est déroulée durant l'été 2020, qui est, selon tes propos, la semaine la plus folle de ta vie, et qui est en fait ton expérience concernant, j'ai peur de mal le prononcer. Alors vas-y, je te laisse le faire. L'ayahuasca. Voilà. Et en plus, je trouve que tu le dis vachement mieux que moi, même si je mets tous les efforts du monde à le faire. Allez, j'arrête de parler et je te laisse nous raconter déjà le pourquoi de ce livre et ce qui t'est arrivé pendant cette aventure. Voilà. Je suis ravi d'être avec toi, Estelle. Et le pourquoi de ce livre, ça faisait des années que j'avais envie d'écrire sur l'ombre. Parce que ça fait des années que j'essaye de m'aimer, parce que je comprends que je ne m'aime pas, et que c'est parce que je ne m'aime pas que j'ai des addictions, que j'ai des comportements compulsifs, que j'arrivais pas à faire marcher un couple, etc. Donc j'ai compris il y a longtemps qu'il fallait que je m'aime, mais je comprenais pas comment. Jusqu'au moment où j'ai découvert ce travail de l'ombre, à savoir l'observation, la compréhension et puis l'acceptation de ces parties de nos personnalités qu'on n'aime pas parce que, entre guillemets, elles sont moches. Nos défauts, la merde qu'on a en nous, pour parler vulgairement, l'égoïsme, le narcissisme, la prétention, la jalousie, le manque de générosité, la malhonnêteté, toutes ces choses. Et ce que j'ai compris, c'est que la seule manière de s'aimer véritablement, c'était d'accepter ces choses-là, et que pour les accepter, il fallait déjà les admettre. Et donc, j'avais envie d'écrire un livre pour parler de mon ombre, pas pour écorner mon image et pour que les gens qui m'aiment bien se disent « c'est quoi ce mec ?» mais pour montrer un chemin et pour dire « regardez, je m'aime mieux que je me suis jamais aimé. » Et on t'aime encore plus. Enfin, j'ai envie de dire, si on a lu tes 2 précédents livres... moi, je trouve que c'est plutôt une manière, tu vois, entre guillemets, de te kiffer davantage, tu vois. Ouais, écoute, merci. Si c'est le cas, c'est cool. Mais l'idée, c'est de dire, regardez, je ne pense pas que je suis moins digne d'amour parce que j'ai des moments où je suis narcissique, où j'ai des moments où je suis égocentrique, où j'ai des moments... C'est pas idéal, ces choses-là. Mais j'apprends à comprendre que c'est des mécanismes de défense que j'ai développés suite à des blessures dans l'enfance et que c'est une manière que j'ai inconsciemment de me protéger et d'essayer de ne pas souffrir. Et si j'arrive à décoder la souffrance qui est à la base
de ce comportement et j'arrive à donner de l'amour à cet endroit où j'ai mal, alors je vais pouvoir diminuer l'impact de ce mécanisme de défense sur ma vie, sur la vie des autres, donc évoluer, devenir une meilleure version de moi-même. Donc j'avais vraiment envie d'écrire sur l'ombre. Depuis un moment, j'essayais d'écrire une suite de mon premier bouquin, un journal intime. Mais ça donnait pas vraiment un livre. Et puis, je suis parti 4 jours à l'été 2020, entre les 2 premiers confinements, boire ce breuvage chamanique ayahuasca 4 soirs consécutifs. C'est un travail que je fais depuis plusieurs années, mais que j'avais aucunement l'intention de partager avec le monde, parce que c'est illégal en France, parce que ça altère la conscience et donc c'est vite confondu avec une drogue, alors que c'est l'antithèse de la drogue. Que ça peut même permettre de se sevrer de certaines drogues. Ouais, absolument. C'est hyper efficace pour toutes sortes de gros problèmes, les chocs post-traumatiques, les addictions à l'héroïne, à l'alcool. Enfin, c'est un Mais à outil. ne pas prendre avec des antidépresseurs. J'ai cru comprendre que c'était complètement interdit. Ouais, non, il faut pas. Il y a certains mélanges effectivement à pas faire, les antidépresseurs. Et tout ce qui est MDMA et toutes ces choses-là, surtout pas à combiner. C'est pour ça, ce travail-là, il doit être fait avec une vraie préparation, avec un maître des cérémonies, un chaman qui guide le processus. C'est pas un truc qu'on va prendre tout seul, c'est pas un truc récréatif. C'est un travail sérieux qui se fait en méditation, qui se fait dans le noir, qui se fait sans parler. Mais donc j'avais pas prévu, je voulais pas parler de ça. Mais j'ai vécu cette semaine, et pendant cette semaine-là, j'ai l'impression d'avoir fait un bond en avant immense sur la question du couple, sur la question de l'addiction, de l'alignement, et du rapport à l'enfant intérieur, et qu'il fallait absolument que je partage les enseignements avec des gens. Mais pour partager ces enseignements, il fallait que je raconte l'ayahuasca et le théâtre de tout ça. C'est ça. Et finalement, comme tu le dis, ça part d'un effet, une sorte de déclic qui a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, au sens où tu avais peut-être eu ce genre de sujet, mais c'était une relation avec une jeune femme, pour ne pas la citer Caroline, puisque je sais que tu utilises des noms qui ne sont pas les bons. C'est pas son vrai nom. Et en l'occurrence, t'es tombé sur une Wonder Woman qui a voulu on va pas tout révéler, mais une nana assez spéciale, on va dire ça comme ça. Et là, ça t'a fait un effet bœuf, au sens où tu t'es dit, attends, ça peut plus durer, il se passe un truc beaucoup plus profond que juste cette petite scénette entre nous deux. Je dois aller travailler ça. Enfin, voilà, t'as eu une sorte de... Tu vois, d'instinct de survie où tu t'es dit, attends, là, c'est un point de non-retour, il faut que je descende, là. C'est ça. En fait, j'avais remarqué depuis des années que je me mettais dans des relations qui fonctionnaient pas, et j'avais compris, même si je voulais pas véritablement l'accepter, que la raison pour laquelle j'étais dans des relations qui fonctionnaient pas, c'était que je choisissais mal mes compagnes. Je les choisissais en fonction de critères hyper superficiels, notamment des critères physiques et des critères de statut. C'était pas totalement conscientisé, mais c'était ça. Mais t'es quand même beaucoup de garçons, tu sais, finalement. Ouais, mais c'est pour ça. Mais ça te convenait pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire sur ça, parce que je pense que quand tu choisis une compagne pour ces raisons-là, que pour ça, c'est qu'il y a un sujet. Et ça peut pas fonctionner. Et là, donc, avec cette Caroline, j'ai rechoisi une compagne, même ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a eu un impact très fort dans ma vie, pour des très mauvaises raisons. Parce que je la trouvais incroyablement belle, parce que j'étais étonné de son rayonnement, elle avait des centaines de milliers de followers, j'étais sensible à ça, tout superficiel que je peux être. Et effectivement, donc on s'est vus, on s'est rencontrés, et ça a été une expérience très humiliante pour moi. J'étais pas habitué à ça, en fait. J'ai été un peu l'arroseur arrosé. J'ai eu l'impression, parce que je pense que ça m'est arrivé vraiment d'instrumentaliser une femme. Et là, j'étais instrumentalisé moi, même si j'essayais moi de l'instrumentaliser aussi. Mais bref, on s'instrumentalisait tous les deux. Mais ce qui est, enfin, il est ressorti donc de l'humiliation, de la douleur, de la honte, beaucoup de choses, et où j'ai senti très fort la vie me disant, écoute, si tu continues à faire les mêmes conneries,
alors que tu sais que tu es en train de faire une connerie. Parce que avant d'aller rencontrer cette meuf, je savais que j'étais en train de faire une connerie. J'ai traversé la France pour aller passer 3 jours avec une femme que je ne connaissais pas. Et il y avait une voix qui me disait « n'y va pas, c'est des conneries ». Et il y avait une autre partie de moi qui disait « vas-y ». Vas-y, n'écoute rien d'autre. Et ce que je sens, je vois la vie aujourd'hui vraiment comme une enseignante, et j'ai l'impression que qu'elle te remet des situations quand tu apprends pas la leçon, mais qu'à chaque fois qu'elle te remet la situation, l'addition devient un peu plus salée. Et que là, c'était une manière de dire, regarde, là, c'est une bonne humiliation comme t'as pas connu. Si tu continues à merder, ça va être de pire en pire. Et donc, c'est la définition d'Einstein de la folie, c'est la répétition. Ouais. C'est ça. Ou Kung Fu Panda. Ça te remet sur ton chemin à chaque fois une épreuve que tu n'as pas traversée en pensant que tu allais l'éviter. Ah oui, c'est la tortue qui dit on rencontre souvent son destin sur le chemin qu'on emprunte pour l'éviter. Ouais, c'est ça. Bon, mais là, c'était pas un chemin que j'avais emprunté pour éviter mon destin. Hein. Non. Mais oui, donc j'arrive dans cette retraite chamanique et je me dis, j'arriverai jamais à faire marcher un couple. Et il s'est débloqué des trucs pendant cette semaine qui justement m'ont permis de commencer pour la première fois de ma vie une relation de couple éveillée. Mais c'est justement ça qui m'a fait un peu tilt. Parce que comme ça, à travers ton expérience, tu abordes des sujets, donc le couple, la domination, le rapport homme-femme, l'amour, enfin le sexe, bien entendu. Et si tu veux, moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec l'accumulation des divorces. C'est-à-dire que, encore une fois, toi, j'ai envie de dire, tu as eu la chance de ne pas t'être mariée, d'avoir eu des enfants, etc., tant que tu n'avais peut-être pas fait ce travail sur toi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est une chance ou c'est un mérite, peu importe. En tout cas, tu t'en es bien sorti. Mais, si tu veux, moi, je vois le nombre de divorces que j'ai autour de moi avec 2, 3 enfants. Voilà, je me suis dit, mais certaines... Enfin, non pas que je sois contre le divorce, hein, bien entendu, je suis moi-même divorcée, mais et que tout le monde a le droit à l'erreur. Mais après, c'est vrai que quand tu vois une profusion de choses comme ça qui se répètent en permanence, tu te dis, mais il y a forcément un sujet de fond. C'est-à-dire, c'est pas simplement 2 personnes qui s'entendent pas, tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'un divorce, pour moi, est révélateur de un travail qui n'a pas forcément été fait. Mais attends, en partie. La plupart de la population ne s'aime pas. Ouais. Et quand je me mets dans un couple alors que je m'aime pas, comment veux-tu que ça marche ? C'est très compliqué. Parce que du coup, tu vas chercher chez l'autre quand même ce besoin, c'est ça, ce besoin d'amour. Je sais pas me satisfaire ses besoins moi-même, donc je demande à l'autre de satisfaire ses besoins. Et ça fait une catastrophe. C'est ça, l'autre ne pourra jamais satisfaire ses besoins. Ouais. Donc on choisit. Comment est-ce qu'on choisit sa compagne, son compagnon, critères de beauté, critères de statut, critères d'argent, critères d'éducation, que c'est souvent comme ça. Ouais. Et après, il existe des rencontres, des vraies compatibilités, ou des personnes qui comprennent intuitivement que être dans un couple, c'est être au service de l'autre, que être dans un couple, c'est être avec un enseignant qui va venir taper là où ça fait mal. Exactement. Taper là où ça fait mal. Et que quand on vient taper là où ça fait mal, tu peux dire à l'autre, tu sais, quand tu tapes là, ça fait mal. Mais surtout, ce que tu fais, c'est de comprendre pourquoi j'ai mal. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qui fait mal ? Et comment est-ce que... Parce que l'autre, parfois, ne fait pas mal, fait pas mal volontairement. Souvent, ne fait pas. Mais inconsciemment, et l'autre est là pour ça. Bien sûr. C'est ça aussi. Moi, je pense qu'il y a un truc mystique où tu choisis... celui qui va t'élever ou te faire te poser des questions, quoi. Enfin, c'est ça, celui qui va venir taper là où ça fait mal, parce que tu as besoin de ça. Le couple, il sert à ça. Bien Avant sûr. Tout, le couple, c'est... Avant, je pensais que le couple, c'était pour obtenir du plaisir ou pour obtenir cet amour que je voulais recevoir. Et je comprends aujourd'hui que c'est un outil d'évolution. Bien sûr. Et ça, je pense que très peu de gens l'ont compris. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a beaucoup de divorces. Bah ouais. C'est pour ça que moi, j'arrivais pas à faire marcher un couple avant. Alors, tu as le mérite d'avoir décrit dans les moindres détails ce séjour. Enfin, j'aime pas parler de séjour parce qu'on pourrait un truc touristique, mais ce moment de vie. Et je crois que c'est la première fois que ça arrive. Enfin, c'est ce que je te disais avant qu'on appuie sur le bouton on. Mais voilà, moi, j'avais entendu, bien entendu, à couper,
J'avais entendu parler de cette plante, en fait, de ce cérémonial, je sais pas comment on peut l'appeler. Mais ça me paraissait très lointain. Je comprenais pas trop ce qui s'y passait. Je te dis pas que je pensais que c'était un truc de perché, mais au contraire, je pensais pas ça. Mais limite, ça me faisait peur, tu vois, comme toute chose qu'on connaît pas. Et je te remercie parce que c'est vraiment très clair. C'est-à-dire que là, c'est vraiment jour 1, jour 2, jour 3, avec une description très précise. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important ton livre, parce que c'est le chamanisme finalement qui est dans le titre peut effrayer, mais il faut pas. Parce qu'en fait, toi, tu as le mérite de remettre un peu des mots sur peut-être un inconscient, tu vois, autour de ces choses-là, qui est faussé. Parce que les gens se font une fausse image, certainement, des choses qui leur paraissent très lointaines. Et là, vu que c'est très concret et que t'expliques concrètement, j'ai pris ma bagnole, je suis allée là, j'ai ceci, j'ai cela, il y avait machin, il y avait truc, il y avait ceci, il y avait cela, on a fait ça comme ça. Il s'est passé ça dans ma tête. Et là où j'ai été effarée, c'est que tu te souviennes de tout. Parce qu'en fait, pour moi, c'était un blackout. C'est-à-dire, alors, je me trompe peut-être, encore une fois, c'était peut-être une pensée... c'était peut-être une croyance fausse, hein. Mais j'étais très étonnée parce que pour moi, il y avait une sorte de blackout. Tu vois ce que je veux dire? Comme dans les sessions vaudou où il y a un truc où où les gens se souviennent pas trop de ce qui leur est arrivé. Alors que toi, voilà, tu nous prouves par A plus B que tu te souviens de tout, qu'il y a une cause, un développement et une conséquence. Quand tu bois l'ayahuasca, t'es dans un mode hyper conscient. Donc tu te rends compte un peu de beaucoup de choses. Maintenant, je me souviens pas de tout, je me souviens de beaucoup. Il y a énormément dont je me souviens pas parce qu'il peut se passer. D'accord. Tu peux, tu sais, c'est comme quand la nuit tu vas rêver et t'as l'impression que les détails qu'il y a pu avoir dans tes rêves dont tu te souviens pas, c'est des semaines que tu as vécu, des années dans ton rêve, alors que tu sais qu'il s'est passé que quelques heures. C'est ça. Et c'est un peu pareil avec une cérémonie ayahuasca. Tu peux vivre tellement de choses. Donc, ce que je retranscris, c'est seulement ce dont je me souviens. D'accord. Et c'est déjà beaucoup. Ouais. Et c'est énorme parce que, voilà, tu décris tout, autant les parties, on va dire, agréables. Et justement, c'est ça qui est cool parce que tu mets la dualité, tu mets l'aspect négatif face au côté positif, tu vois. Et je trouve que c'est un travail super intéressant. D'une part parce qu'il s'apparente à la psychothérapie, que voilà, tu fais une vraie psychothérapie accélérée d'une certaine manière. Mais je tiens quand même à préciser un truc, c'est que je t'en avais fait d'autres avant. Donc peut-être que les précédentes t'ont servi à ce que celui-ci soit vraiment un facteur d'évolution profond. Oui, non, je sais pas. Oui, absolument. De toute façon, c'est un chemin. On déplore beaucoup, souvent, la mondialisation, le fait que tu manges la même chose, que tu sois à Copenhague ou à Mexico City, que tu mets les mêmes fringues, que tu sois à New York ou à Paris. Mais il y a quelque chose qui est formidable, c'est la mondialisation de la spiritualité. Aujourd'hui, moi, je suis un Français, je peux aller au Brésil, pratiquer le chamanisme d'Amazonie, je peux aller en Inde, faire de la méditation vipassana, je peux faire de la psychothérapie d'Europe occidentale. Il y a plein d'outils différents aujourd'hui pour travailler sur soi, pour mieux se connaître et pour développer une connexion spirituelle, une connexion au grand tout, au divin, que aujourd'hui les grandes religions ne nous offrent pas véritablement. Donc bien sûr, c'est un chemin et ce moment que je montre, c'est vraiment un extrait de ce chemin, mais un extrait où il s'est passé beaucoup de choses, parce que souvent on a l'impression d'avancer lentement, et puis bam, il se passe une accélération. Et c'est ça que j'ai senti à ce moment-là, et c'est pour ça que je me suis dit, ah tiens, il y a un bouquin là. Ouais, il y a un bouquin, et il y a un bouquin qui retrace effectivement un ensemble. Parce que c'est important de préciser que c'est pas une thérapie miracle non plus. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas véhiculer ce genre de choses. Ah oui, alors attends. Parce qu'il y a un truc aussi qui m'a beaucoup plu, c'est que tu abordes finalement plein de thématiques sur ton quotidien. Tu remets en question beaucoup de
de choses que tu fais ou que tu faisais. Déjà, la consommation de drogue, douce ou dure, enfin, on les appelle comme on veut, jusqu'à tes choix musicaux. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce qu'en fait, comme je te le disais, j'ai 2 ados à la maison, et qui ne sont pas mes enfants, mais qui sont comme mes enfants. Et si tu veux, j'ai découvert, je ne sais pas si tu vois ce que c'est la drill. Non. Alors, c'est le maître à penser, je pense, de la drill était Eminem, à savoir un phrasé très rapide. Ouais. Donc ça, j'ai découvert ça, avec une perte de sens complète. C'est-à-dire qu'en fait, Eminem, je pense que tu peux encore retracer ce qu'il dit, mais là, tu comprends pas. C'est-à-dire que même si tu lis le truc, à part en anglais, mais alors ceux qui font de la drill française, tu ne captes rien. Ouais. Et les seuls mots que tu captes sont d'une violence extrême. C'est-à-dire qu'en fait... et puis après, j'ai écouté plein d'autres trucs, bien entendu. Et je me suis dit, mais attends, c'est ultra violent les trucs qu'ils écoutent. Ouais. Et là, j'ai eu un effet... Tu vois, quand tu m'as dit... quand tu m'as dit... J'ai l'impression que tu me parles à moi dans le livre, mais quand tu dis... j'ai même revu mes choix musicaux, j'ai dit bye-bye à certains choix musicaux. J'ai trouvé ça super important. Parce qu'en fait, ça rentre dans nos oreilles au quotidien. On s'en rend pas compte sur le coup. Tu vas l'écouter pour te déchaîner, pour aller courir, pour je sais pas, enfin, tu vois, même dans ta voiture ou dans le métro ou peu importe, mais c'est important en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ton quotidien est fondamental sur un travail de fond. Et qu'on pense à tort souvent que c'est parce qu'on fait 1 heure de méditation ou 2 heures ou je ne sais quoi, et que si après, ça va pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est cette cohérence que tu as cherchée en disant, ça me va pas, quoi, en fait, de prendre de la drogue tout en disant que je médite à côté. Il y a un truc qui va pas, quoi. Et il faut que je me rallie, que je m'unifie. C'est un des fils rouges du livre, et c'est le concept d'alignement. C'est ça. En fait, la vie telle qu'on la vit est une réalité virtuelle subjective. Ce que va nous suggérer notre mental en termes de pensée va dépendre de tout ce qu'on va ingérer. Tout. De tout. Moi, je suis persuadé je suis persuadé que t'as pas les mêmes pensées si tu manges du céleri ou si tu manges des chips. Que t'as pas les mêmes envies. Et que donc, si t'es sur un chemin où tu veux ouvrir ton cœur, où tu veux aller vers la compassion, vers l'empathie, vers l'amour, et que t'écoutes, comme c'était mon cas par exemple, des musiques violentes. J'écoutais du rap violent. J'écoutais des chansons qui parlaient de cambriolage, de meurtre, de baston, de trucs, et je voyais pas en fait la contradiction. Et j'ai compris dans ce travail thérapeutique que je pouvais pas écouter à outrance ce genre de musique. J'écoutais ça tous les jours, je chantais à tue-tête, et en même temps faire ce travail, que c'était contre-productif de la même manière qu'à l'époque où j'ai commencé à méditer, je continuais à fumer des pétards le soir. Et je voyais pas, je me disais, je fais un truc de mieux, et puis je peux quand même, je pensais pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais en fait, on a tous tendance à être désalignés, à avoir certaines valeurs, certaines croyances, et puis à pas se comporter de manière alignée avec ces choses-là. Et je pense que c'est hyper important. Et moi, à l'époque, mes films préférés, c'était Pulp Fiction, Reservoir Dogs. Je les ai vus des dizaines de fois, ces films. Aujourd'hui, je regarde ça et je vois que c'est une glorification de la violence. Bien sûr. Et que la violence est devenue tellement... je peux plus la regarder, moi. Mais c'est ça, mais tellement banale. Mais c'est terrible, en fait. On vit dans une société, on se rend pas compte, en fait. On se croit évoluer, mais on se rend pas compte à quel point notre société, elle est barbare. C'est ça. Et si on veut sortir des schémas dans lesquels on est, on doit s'aligner, on doit faire attention. Mais je vais te dire, moi, ça va beaucoup plus loin que la drogue ou le rap violent. J'ai vu, par exemple, que j'avais une obsession avec les films Marvel et la compétition sportive, qui en fait nourrissait l'énergie de la domination, nourrissait l'énergie de la compétition, et que cette énergie de la compétition, de la domination, c'est elle qui met des groupes contre d'autres et qui est à l'origine de la xénophobie, du racisme, du sexisme, et que en fait de dire si je vais voir un film Marvel, j'augmente les chances que je vais avoir des pensées racistes, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais c'est pas faux. mais aujourd'hui c'est ce que je ressens, de la même façon que
quand je suis obsédé par le sport, je vais être plus dans un esprit de compète, un esprit hiérarchique. Performance, ouais. D'être au-dessus des autres. Ouais, c'est ça, et obsédé par la hiérarchie. Et le problème de la hiérarchie, c'est le problème qu'on a dans notre monde aujourd'hui, parce qu'il y a assez à manger pour tout le monde, il y a assez de richesses pour tout le monde, mais on a décidé, nos sociétés, qu'il y avait des personnes qui étaient plus importantes que d'autres. C'est ça. Et c'est un système qui permet ça. Et donc, on a des crises qu'on n'aurait pas si on était plus dans la collaboration, dans le partage, moins dans la compétition et la domination. On parlait rapidement des blessures d'enfance, mais j'ai quand même été très très intéressée par un passage que j'ai lu sur l'enfant roi. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis maman, donc je ne blâmerai jamais de maman. Encore plus pour un trop plein d'amour. Donc c'est pas du tout l'objet, mais c'est vrai que on reproduit un jour quelqu'un m'a dit on engendre nos névroses. Et c'est vrai, c'est-à-dire que tu as été élevé avec un papa qui, t'aimait, on va dire, d'un amour conditionnel, alors que ta maman t'aimait d'un amour inconditionnel, et t'as donné beaucoup d'amour, t'as centralisé, t'as cédé à tes caprices, mais qui ne le fait pas? Honnêtement, c'est très compliqué, ce rôle. Donc, mais c'est vrai que ce que j'ai aimé, c'est que t'as fait un lien entre cette nécessité d'être au centre de ce fait d'être au centre de la vie, d'être un enfant roi, et cette incapacité ensuite à te connecter aux autres. Et je trouve ça très très intéressant comme sujet, parce que dans l'éducation, c'est très simple de céder aux caprices, c'est très simple de donner à un enfant ce qu'il veut tout de suite maintenant, parce qu'on a l'impression qu'on lui donne de l'amour. Mais en fait, on le prive d'une capacité d'adaptation plus tard. Et ça, je trouve que tu le dis là de manière en 2 pages, hein. Mais j'ai trouvé ça d'une limpidité et d'une simplicité. Tu le dis de manière ultra simple et sympathique, mais qui prête à réflexion, parce que c'est si vrai. Et ça peut arriver dans tous les couples. C'est-à-dire que un père un peu négligent, un peu absent, qui va un peu délaisser son enfant, une mère qui va vouloir surcompenser justement l'absence du père. Enfin, tu vois, et du coup faire d'un enfant un enfant qui a du mal à se connecter aux autres, qui va du coup se sentir isolé, qui va en plus tard ressentir une blessure, parce que mais t'as eu beau m'aimer à 100% maman, papa m'a pas aimé, donc je vais aller chercher une manière de... Et tu dis un truc très vrai sur les addictions, qui n'est pas forcément reconnu scientifiquement, je sais pas, mais en tout cas tu dis qu'on va souvent aller dans une addiction pour avoir cette satisfaction ou cette récompense qu'on pense ne pas avoir eu durant notre enfance. Et moi, je m'interdisais de penser ça, mais je trouve ça super vrai, quand même. C'est ce qu'il dit Gabor Maté, et c'est un psychiatre, et je crois qu'il est vu vraiment comme le grand spécialiste de la question des addictions. Et il dit, en fait, il faut voir l'addiction comme quelque chose de bien. C'est évidemment pas quelque chose d'idéal, mais déjà, c'est un mécanisme de protection qu'on a. L'addiction est une réponse à un manque d'amour. Et donc, on essaye de se protéger contre ce manque d'amour. Mais c'est une erreur, l'addiction, évidemment. Mais ça reflète un besoin d'amour de soi. C'est ça que tu veux dire? Mais c'est ça, c'est qu'en fait, qui est sain. C'est ça, on souffre d'un manque d'amour, on ne sait pas se donner l'amour à nous-mêmes, donc on crée ce comportement addictif. Ce qui fait que si tu essayes de te concentrer sur les addictions individuelles sans aller à la source, tu vas faire que créer de nouvelles addictions. Si tu veux t'attaquer au comportement addictif en général, il faut essayer de comprendre quelle est la blessure qui est à la source de ce comportement et aller donner de l'amour à cette blessure. Outre tous ces sujets qu'on a déjà abordés, donc t'évoques tout là, tu fais table rase. La peur de la mort, on a le sentiment que cette aventure, je sais pas comment dire, ce séjour, t'as confronté à tes ombres, mais de manière très très profonde. Est-ce que quand t'es sorti de là, en fait, aujourd'hui, au moment où on se parle, est-ce que t'as le sentiment que t'es moins addict? Est-ce que t'as le sentiment que tu as moins peur de la mort? Est-ce que t'as le sentiment que t'as moins peur de la maladie? Oui. D'accord. Oui à tout.
Ok. Mais j'ai encore peur de la mort, j'ai encore peur de la maladie, je suis encore addict. Juste, j'apprends à mieux interagir avec ces énergies-là. J'apprends à mieux m'aimer. Il y a encore des moments où j'ai des colères, il y a encore des moments où j'ai des comportements compulsifs. Encore heureux. Bien sûr. Mais c'est magique de mieux se comprendre et de voir, même quand j'ai un comportement addictif ou une colère, de comprendre, de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Dans cette idée de connecter à son enfant intérieur, moi, quelque chose que je fais avec ma compagne, et maintenant, que j'ai jamais fait de ma vie auparavant, j'ai toujours eu des engueulades explosives avec mes copines. Et en général, on se pointe du doigt, on se hurle dessus et tout, et ça peut encore arriver. Mais là, si elle fait quelque chose qui va me faire monter en pression, ça m'arrive maintenant de lui dire, tu sais quoi, là, le petit Jonathan, il a mal. Là, le petit Jonathan, il se sent pas aimé parce que j'avais une histoire que je voulais te raconter, et clairement ça t'intéressait pas, ou tu m'as pas laissé une part de ce gâteau qui avait l'air délicieux, des petits trucs cons comme ça. De toute façon, c'est des petits trucs cons qui font... C'est toujours des trucs cons dans le couple. C'est ça, part jamais de... Qui font sortir les blessures. Mais de voir, plutôt que de mettre ma carapace de colère et de faire péter un conflit, de mettre en vulnérabilité, de prendre le risque qu'elle se moque de moi et dire quoi, le petit Jonathan, et de voir qu'en fait non, elle honore cette vulnérabilité, et du coup on peut en parler, et elle peut beaucoup mieux revenir vers moi et dire pardon, je voulais pas faire ça, etc. Et je vois en fait, ça c'est le fruit de T'as raison, dans la dispute on a un rapport de domination aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que plutôt que de chercher à renchérir en fait en termes de colère, de mots, de surréaction, bah, tu te mets en retrait et tu t'acceptes de mettre à nu ta vulnérabilité. C'est ça, fait. Le mot-clé, c'est vraiment vulnérabilité, et c'est le plus grand courage qu'il y a. Donc ça, c'est une conséquence nouvelle dans ce travail-là. Maintenant, je le fais pas partout, et puis tu peux pas le faire partout. Non, c'est impossible. Si tu te fais engueuler par le chauffeur Uber, tu peux pas dire le petit Jonathan... il se sent blessé de ce que vous venez de dire, monsieur, tu vois, c'est pas... Tu dois faire ça... tu dois faire ça quand t'es dans l'intimité. Bien sûr. Mais oui, l'idée, c'est d'avancer par rapport à ça et d'apprendre à mieux gérer ses propres blessures, ses addictions. Ouais. Tu te sens prêt à être parent ? Est-ce qu'on n'est jamais prêt ? Je crois pas. D'ailleurs, tu dis un truc très vrai dans le livre. Le parent parfait n'existe pas. Je dis, le parent parfait, c'est celui qui n'a pas d'enfant. Qui n'a pas d'enfant, ouais. Ouais. Est-ce que je suis prêt ? Ça arrive dans 2 mois, je suis comme un fou, je suis le plus heureux du monde. Moi aussi, je le suis pour toi. Ouais, merci. je sais que ça va être incroyablement difficile. Non, faut pas dire ça, ouais, je pense pas. Mais je sais que ça va être incroyablement génial aussi. Et je suis content que ce petit être arrive quand j'ai 44 ans plutôt que 24, parce que je pense que auparavant, je me posais beaucoup la question de est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant ? Est-ce que ça va améliorer ma vie ? Et qu'aujourd'hui, je vois pas les choses comme ça. Bien sûr, je sais qu'il va y avoir des bonnes choses dans le fait d'être parent, mais je vois que la vie m'appelle à servir âme qui arrive et à la donner servir sans attendre en retour réellement. À donner sans attendre en retour. Tout ça, je sais aussi que c'est des beaux concepts en théorie. On va voir comment ça se passe dans la pratique, mais en tout cas, je me conditionne à ça. De toute façon, avec un enfant, ça se passe jamais comme on a prévu. C'est le principe même je crois, de la parentalité. Mais en tout cas, oui, c'est certain que moi-même, qui ai fait un enfant tard, proportionnellement à la moyenne, je sais pas, enfin la moyenne, je suis heureuse de l'avoir fait tard. Vraiment, parce que j'ai eu le temps de faire des choses sur moi avant de devenir maman, et je pense que c'est assez important. Mais en tout cas, tu verras, c'est exceptionnel. Tu parles également d'une chose qui nous... Voilà, un truc très simple, mais c'est la connaissance de soi-même. Tu en reparles régulièrement dans le livre, c'est connais-toi toi-même. Mais voilà, je pense que c'est une maxime un peu simple, comme ça, quand on la lit. Mais si on la relit et qu'on la relit et qu'on la relit, je pense que c'est vraiment c'est le fil rouge de ton livre, et je pense que c'est important de le souligner. Pour me connaître, j'ai besoin de connaître mes masques. Ouais.
qui sont le visage que je vends au monde extérieur. J'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai mis ces masques et donc quels sont les aspects de mon moi inférieur, mon ombre que j'essaye de masquer. J'ai besoin ensuite de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu comme blessure qui a fait que j'ai créé ces mécanismes de défense. En quoi est-ce que ces défauts, entre guillemets, sont des mécanismes de défense? Qui est cette personne, cet enfant à l'intérieur de moi qui a mal? Et de comprendre ensuite quelle est l'essence, mon essence divine, quelle est l'essence de mon moi supérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans les grandes qualités qu'on peut trouver, la compassion, la créativité, la générosité. Qu'est-ce qu'il y a qui est véritable à moi, de ma nature divine, que je peux trouver seulement quand j'ouvre ces poupées russes. C'est la dernière des poupées russes. Donc c'est un sacré putain de travail. Ah ouais. Les anti-sèches du bonheur, tu vas continuer, rassure-moi. Oui. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ouais, ça continue. Je fais des lives de temps en temps le dimanche soir, avec des méditations guidées, avec un peu de danse, avec de la gratitude. On est toute une communauté. C'est chouette. Après, là, on va passer à la dernière partie de notre échange, mais c'est des questions qui sont un peu plus génériques. Parce que quand j'ai un profil exceptionnel, on va dire ça comme ça, je pose des questions un peu plus généralistes, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que tu aurais un coup de cœur récent? Je t'avais déjà posé ces questions pendant les précédentes interviews, mais voilà, ça peut être, je sais pas, un livre, puisque je sais que tu lis énormément et que tu m'avais d'ailleurs recommandé L'Art d'aimer de Eric Fromm, qui est une merveille, que je recommande de nouveau. Est-ce que tu as un coup de cœur récent? Tu dois forcément en avoir plein, toi. J'en ai plein des coups de cœur récents. Je suis en train de me plonger dans les livres du primatologue Frans de Waal, qui est une des sources, une des influences de Yuval Noah Harari. Il écrit sur les chimpanzés et les bonobos, qui sont donc les animaux dont on est les plus proches, pour mieux comprendre la nature humaine. Parce qu'en gros, il dit ce que je vais trouver chez les chimpanzés et les bonobos, clairement, ça doit être en moi. Et donc, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que chez nos cousins, il y a de la xénophobie, il y a de la violence gratuite. De dire que les humains sont les seuls à commettre de la violence gratuite, c'est pas vrai. Il y a de la compétition, il y a toutes sortes de choses qui sont notre mauvaise partie, mais, et c'est le sublime message de son livre, il dit, il y a de l'empathie, il y a de la résolution de conflits, il y a de la compassion, il y a de l'amour, de l'affection. Le fait de venir voir à la fin d'un conflit si l'autre a pas mal là où je lui ai fait mal, il y a de la collaboration, et que, en gros, l'idée qui est une idée importante dans notre culture, selon laquelle, en gros, l'homme est un loup pour l'homme, que on est bon que par intérêt et que notre nature profonde, c'est la violence. C'est une idée qui est fausse. Et qu'on a les deux énergies en nous et que c'est libre à nous de cultiver l'énergie qu'on a envie de cultiver. On a tous, je crois, un Dalai Lama et un Vladimir Poutine à l'intérieur de nous et savoir... Lequel on nourrit. Exactement, lequel on nourrit. Donc ça, c'est un de mes gros coups de cœur du moment. Un autre gros coup de cœur, c'est en préparation de grossesse, d'accouchement. J'ai lu pas mal de bouquins et j'ai lu le livre d'une sage-femme qui est un sage homme, je sais pas comment on dit... sage homme. Qui s'appelle Mark Harris, un Anglais, un mec génial, qui écrit sur l'accouchement et comment accompagner le rôle d'un homme dans l'accouchement et ce qu'il peut faire. C'est sympa de ta part. Et c'était... Non, mais justement, c'est pas sympa de ma part. C'est normal de ma part, non? Moi, je suis pas certaine que tout le monde le fasse. Ouais, mais c'est pas tout ce que tu fais que tout le monde ne fait pas n'est pas forcément sympa. Mais ouais, et ça a été un autre gros coup de cœur récent. J'en ai plein, j'écoute des audiobooks, tu vois, je peux plus m'arrêter, mais Glennon Doyle, Untamed, Indompté, qui est un livre féministe qui est super beau, qui est plein de poésie, et l'autobiographie de Will Smith, que j'ai trouvé extraordinaire. Un des livres... Je savais pas qu'il avait fait une autobiographie. Il a sorti une autobiographie... avant ou après la gifle? Avant. Oh. Avant la gifle, où on voit ses traumas, où on voit comme il a été battu, où on comprend son parcours, et où on comprend mieux la gifle.
Pour les personnes qui parlent anglais, franchement, son autobio en livre audio qui est lu par lui est extraordinaire. Moi, j'ai vu la méthode Williams et honnêtement, tu l'as vu? Ouais, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Donc, je dis pas que je justifie une gifle, mais non, mais il faut pas justifier, mais non, mais j'ai adoré. C'est son ombre. Et c'est ça aussi le thème de mon bouquin, c'est que et c'est Will sorti Smith, au moment où il l'attendait pas. Will Smith, c'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière en lui. C'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de bien. Mais c'est quelqu'un qui a une grosse part d'ombre. C'est quelqu'un qui a un ego agité. Et c'est quelqu'un qui a commis une erreur. Et il faut qu'on apprenne à passer du jugement à la compréhension. C'est ce que dit Eric Fromm. Envoyer de l'amour à Will Smith comme il faut envoyer de l'amour à Poutine et Trump et tout le monde. Apprendre à vivre dans un monde où on regarde la souffrance des gens, même des gens qu'on voit comme, entre guillemets, les méchants. D'autant que les blessures narcissiques s'engendrent, vraiment. Mais est-ce que tu auras un coup de gueule? Ouais, un coup de gueule. J'ai un coup de gueule contre le mouvement que je vois parfois un peu anti-développement personnel, spiritualité. Je parlais de méditation avec un chauffeur de taxi qui me dit mais ça c'est pas un truc de gourou. Et il y a des mots clés comme ça, genre gourou, genre secte, genre qui sont envoyés à toutes les sauces. Dès que tu fais quelque chose qui sort du chemin de la télévision, de l'église, de McDo, de toutes les grandes institutions, alors t'es un illuminé, alors t'es fait quelque chose de dangereux, alors je pense qu'il y a une carence aujourd'hui de spiritualité. Mais qui est folle, parce qu'en fait, excuse-moi, je me permets de te couper, mais ce que je regrette profondément, c'est que post-confinement, enfin en tout cas pendant le confinement et juste post-Covid, j'ai pensé qu'il y aurait un élan, si tu veux. Il y a une quête de sens, enfin je pense qu'elle est inscrite maintenant dans la durée, tant mieux. Mais on l'a peut-être pas connecté au développement personnel version sérieuse. Et que les gens, malgré tout, l'économie de marché a repris le pas, je trouve, de manière assez normale. Après, chacun doit manger. Mais j'ai eu le sentiment, si tu veux, que il y a eu une amorce de choses il y a pas très longtemps, finalement, c'était il y a à peine 2 ans, qui n'a pas été... et on n'a pas su forcément enclencher le pas. Peut-être dans les entreprises, c'est le cas, parce que la RSE devient... c'est au même niveau que la direction financière maintenant. Mais les gens ont peut-être mis un peu de côté ce travail, tu vois, à l'échelle globale. Je pense que beaucoup de graines sont plantées et elles ont été plantées. Et tant mieux, ouais. Et les gens, ils plantent les graines et ils s'en vont un petit peu. Il y a besoin aussi de faire la fête, de faire autre chose. Les gens, ils ont été à fond pendant le Covid dans le développement personnel. Bien sûr. Et je pense qu'ils ont besoin un petit peu, mais c'est un mouvement d'accordéon. Et les gens vont revenir. Et les graines sont véritablement plantées. Et je dois chercher pour mon coup de gueule, parce que je pense que ces forces qui se dressent par ignorance contre des pratiques de respiration, des pratiques d'ouverture du cœur, elles font pas le poids. Il y a un mouvement qui est en marche. Il y a une révolution de la conscience qui est en marche. Et alors, j'ai une troisième question, parce qu'avant, je posais toujours la question, c'est ta vision de la France, mais honnêtement, je pense que je vais arrêter de poser cette question, parce que tout le monde pense que c'est politique, et à chaque fois, ça met les gens plus mal à l'aise qu'autre chose, donc j'ai pas forcément envie. Non, maintenant, c'est conseil de parents. Je sais que t'es pas encore parent, mais ça m'intéresserait, justement, de savoir ce que tu vas chercher à être, quand bien même ça n'est pas le cas plus tard, mais quelle sera ta première priorité à l'égard de ton enfant? Puisqu'en général, c'est conseil de parents que je demande à des gens qui sont déjà parents. Ouais, le premier truc qui me vient, on verra si j'arrive à l'appliquer, c'est d'honorer la réalité émotionnelle de mon enfant. À savoir de pas expliquer quand mon enfant a une émotion qu'il devrait pas avoir cette émotion, qu'il a tort d'avoir cette émotion, de trouver une solution à l'émotion. Il me semble que le plus important, c'est de dire
d'honorer, de laisser de l'espace à cette émotion, de dire je comprends ton émotion, et de permettre à l'enfant d'exprimer cette émotion et de la résoudre lui-même, sans essayer de balayer le truc sous le tapis. Et donc ça me semble, si tu veux, je vois dans les conflits que j'ai avec ma compagne que ça c'est un truc parce qu'on n'a pas eu cette éducation, on a du mal parfois à honorer nos émotions. On peut dire à l'autre qu'il a tort ou qu'elle a tort d'avoir cette émotion. Et c'est terrible ça, parce que t'as jamais tort. Bah non, c'est un ressenti. C'est ça, t'as jamais tort. Tu peux rien faire contre un ressenti. Donc c'est ça. Donc je crois apprendre, il me semble que ça c'est une des choses les plus importantes pour qu'il n'y ait pas justement de trop grandes blessures ou traumas chez l'enfant. En tout cas de mon étude, c'est ça qui ressort. Bah, je trouve ça top. Jonathan, mille merci. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi. Et j'espère te retrouver bientôt pour un prochain livre. Ouais. Sait-on jamais. Écoute, avec plaisir. Merci Estelle. Merci Jonathan. Bye bye. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. What does the future of industry look like? Power grids that use AI to prevent outages? Food tailored to your taste and nutritional needs? Or chemical plants that use cloud-based software to cut carbon emissions? At Aviva, we're helping the world's leading industries build this future today. By connecting their teams with trusted insights, we're helping them find new ways to deliver life's essentials and use our world's resources responsibly. Find out more at takesyouthere.aveva.com. Aviva, we'll take you there.